Vous êtes-vous déjà demandé comment, à partir de ces hautes tiges de canne à sucre oscillant sous un soleil brûlant, on parvient à créer des cristaux blancs scintillants, aussi purs et transparents que du verre? Le sucre raffiné n'est pas seulement un ingrédient familier dans chaque cuisine, il est le résultat d'une transformation extraordinaire, où science, patience et nature s'unissent en parfaite harmonie pour créer quelque chose de véritablement remarquable. Chaque année, des millions de tonnes de sucre sont produites à partir de champs interminables de canne à sucre à travers le monde, nourrissant des milliards de repas et apportant de la douceur à tous les coins de la planète. Dans cette vidéo, nous allons suivre chaque étape de ce voyage fascinant, de la canne à sucre, fraîche au sirop doré, des chaudières rugissantes à la cristallisation, jusqu'à la naissance de ces grains de sucre étincelants. La canne à sucre, originaire des régions tropicales, et son dérivé le plus célèbre, le sucre, sont connus de l'humanité depuis des siècles. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, plus d'1,9 milliard de tonnes de canne à sucre sont récoltées chaque année dans le monde. À partir de cette matière première apparemment simple, l'humanité a bâti une industrie colossale, produisant plus de 180 millions de tonnes de sucre par an pour répondre à la demande mondiale. Aujourd'hui, le sucre est bien plus qu'un simple édulcorant utilisé dans la production alimentaire. Il joue un rôle clé dans la texture, la couleur et la saveur des aliments, et agit comme un conservateur naturel en réduisant l'activité de l'eau dans les produits. Biologiquement, le sucre peut être rapidement converti en glucose, la principale source d'énergie pour les cellules, en particulier pour le cerveau et l'activité musculaire. Mais comment la canne à sucre brute se transforme en cristaux de sucre raffinés et scintillants, et que devient le résidu fibreux de la canne une fois son jus extrait? Le voyage de la canne à sucre commence dans de vastes champs où de lourds tracteurs labourent profondément le sol pour le préparer à la plantation. Des machines spécialisées creusent des sillons, appliquent de l'engrais, placent des boutures de canne d'environ 25 à 30 cm de long et les recouvrent de terre en un seul mouvement fluide. Ensuite, les agriculteurs passent des mois à entretenir chaque rangée sous un soleil brûlant. Dans les grands pays producteurs comme le Brésil, la Thaïlande et le Mexique, des systèmes d'irrigation à grande échelle maintiennent le sol humide toute l'année, tandis qu'un désherbage constant et une fertilisation régulière assurent une croissance robuste. Un seul hectare de canne à sucre peut absorber jusqu'à 300 kg d'azote, 150 kg de potassium et 100 kg de phosphore pendant son cycle. Grâce à ces soins précis, les champs deviennent hauts et vibrants, prêts pour la récolte lorsque la concentration en sucre dans chaque nœud de la canne atteint son pic. Les agriculteurs entrent alors dans le moment tant attendu, la récolte. Cette fenêtre dorée arrive généralement entre 10 et 10 à 8 mois après la plantation, lorsque le niveau de saccharose dans les tiges est à son maximum. Autrefois, dans de nombreuses régions, on pratiquait le brûlage avant la récolte, mettant le feu aux feuilles sèches pour dégager les champs et éloigner les serpents ou les rongeurs. Mais avec une prise de conscience croissante de la pollution de l'air et de la dégradation des sols, cette méthode a été progressivement abandonnée. Aujourd'hui, les moissonneuses mécanisées dominent les champs modernes de canne à sucre. Ces machines colossales coupent les tiges à la base, les hachent en segments de 25 à 30 cm, arrachent les feuilles et empilent proprement les cannes, le tout en un seul mouvement continu. Une seule moissonneuse peut traiter plus de 100 000 kg de canne à sucre par jour, augmentant considérablement l'efficacité tout en réduisant le travail manuel. Pourtant, dans les petites fermes des régions traditionnelles, la récolte à la main perdure. Les agriculteurs manient des machettes affûtées pour couper chaque tige, une image intemporelle qui relie la douceur du sucre à des siècles de labeur et de résilience humaine. Immédiatement après la coupe, la canne à sucre doit être transportée au moulin le plus rapidement possible, idéalement dans les 12 à 16 heures. Tout retard signifie que le sucre dans les tiges commence à se détériorer, consommé par la respiration naturelle et les micro-organismes. Une fois récoltées, les cannes sont chargées sur des camions, des trains ou même des barges, selon le terrain et la distance. Au Brésil, l'un des plus grands producteurs mondiaux de sucre, de longs trains de marchandises, remplis de cannes fraîchement coupées, circulent sans fin des plantations au moulin massif, tout au long de la saison de récolte. Pendant ce temps, en Thaïlande,
des milliers de petits camions encombrent les autoroutes, formant une scène vibrante, presque festive, signalant le début d'une nouvelle saison de production de sucre. À leur arrivée au moulin, les cannes transportent avec elles de la poussière, du sable, de petits cailloux et des résidus végétaux accrochés à leur surface extérieure. Si ces impuretés ne sont pas éliminées au préalable, elles peuvent user les lames de coupe et les rouleaux de broyage ou se mélanger au jus, affectant la qualité du sucre et compliquant la filtration ultérieure. Alors que les cannes avancent sur le convoyeur, des jets d'eau à haute pression lavent la terre et le gravier. Les débris plus gros, comme les pierres ou les petites branches, sont séparés par des écrans vibrants ou des grilles métalliques. Dans de nombreuses usines modernes, des tambours rotatifs et des cuves de nettoyage, à vortex équipés de jets d'eau continus, garantissent que les cannes sont soigneusement nettoyées avant le début du traitement. Depuis le convoyeur de lavage, les tiges de canne à sucre fraîchement nettoyées se dirigent vers la section de broyage et d'extraction, où d'énormes rouleaux en acier entamant le processus d'extraction du premier flux de jus sucré. L'objectif du broyage est de briser la structure cellulaire interne de la canne, permettant au liquide sucré de se libérer plus facilement lors du pressage. De puissantes machines de déchiquetage déchirent les tiges, brisent les fibres et augmentent la surface, réduisant la canne en fragments plus petits et maniables. Le pressage devient alors l'étape clé, le moment où le sucre dissous est séparé de la matrice fibreuse de la plante. Le jus de canne extrait est collecté pour un raffinage ultérieur, tandis que le résidu restant, appelé bagasse, devient le principal sous-produit du moulin. La canne déchiquetée passe à travers une série de lourds rouleaux en acier conçus pour extraire chaque goutte de jus. Après le pressage, il reste un résidu fibreux humide avec très peu de sucre, un matériau qui, une fois séché ou traité davantage, peut être utilisé comme source de carburant ou matière première pour d'autres industries. Le jus extrait des cannes écrasées est verdâtre brun, rempli d'impuretés dissoutes et en suspension. Protéines, cire, acides organiques, fibres fines de canne et traces de sable. Pour éviter cela, de la chaux est ajoutée pour ajuster l'alcalinité du jus. Le calcium réagit avec les composés indésirables, formant des hydroxydes et des carbonates insolubles qui peuvent être séparés plus tard. Avant l'ajout de la chaux, une petite quantité d'acide organique, souvent du jus de citron ou de l'acide citrique, peut être ajoutée pour affiner le pH et éviter un entartrage excessif. Le mélange est ensuite soigneusement agité pour garantir un équilibre chimique complet avant d'être envoyé dans d'immenses cuves de sédimentation. À l'intérieur de ces bassins, la gravité prend le relais. Les impuretés plus lourdes coulent lentement au fond, formant une couche dense de sédiments appelée boue de clarification. Cette boue n'est pas gaspillée. Une fois séchée, elle devient un engrais organique riche en nutriments, utilisé dans les champs de canne. Pendant ce temps, le jus clarifié, désormais clair et translucide, poursuit son chemin vers les évaporateurs, prêt à être transformé en un sirop concentré qui cristallera bientôt en sucre. Après sédimentation, le jus de canne clarifié contient environ 12 à 15% de sucre en poids. Mais pour cristalliser, il doit atteindre plus de 60%. Cela se produit dans des évaporateurs à effet multiple, de grands échangeurs de chaleur où le jus bout sous pression réduite, permettant à l'eau de s'évaporer à des températures plus basses tout en évitant que le sucre ne brûle. La vapeur d'une étape chauffe la suivante, économisant de l'énergie. À mesure que l'eau s'évapore, le liquide s'épaissit en un sirop sombre et visqueux, puis passe dans des cuves à vide pour la cristallisation. Sous basse pression, de minuscules cristaux de départ sont ajoutés pour aider le saccharose à s'attacher et à croître. Le processus est soigneusement contrôlé pour la température, la pression et l'agitation, afin de former des cristaux uniformes et purs. Le résultat est la masse cuite, un mélange de sucre solide et de sirop résiduel, prêt pour la séparation par centrifugation. Lorsque le sirop de canne atteint la bonne concentration, il est transféré dans des cuves à vide pour la cristallisation. La basse pression abaisse le point d'ébullition, permettant au sucre de se former à des températures douces et évitant une caramélisation indésirable. De petits cristaux de départ servent de noyau pour que les molécules de saccharose
s'attachent et croissent. La température, la pression et la vitesse d'agitation sont précisément contrôlées pour produire des cristaux uniformes et purs. Une fois la cristallisation terminée, le mélange semi-solide, appelé masse cuite, passe dans des centrifugeuses industrielles, tournant à des milliers de tours par minute. La force centrifuge intense sépare la mélasse sombre des cristaux de sucre solide. La mélasse, riche en arômes et minéraux, est vendue pour fabriquer du rhum, de l'éthanol ou de l'alimentation animale, tandis que les cristaux de sucre restants atteignent une pureté de 97 à 99%, bien que légèrement humides avant le séchage. Après avoir quitté la centrifugeuse, les cristaux de sucre ont été séparés de la mélasse, mais ils conservent encore environ 1 à 2% d'humidité. Si cette eau n'est pas traitée, elle pourrait faire agglutiner le sucre, le décolorer ou favoriser la croissance de micro-organismes. C'est pourquoi le séchage devient une étape décisive pour garantir une conservation à long terme. Dans les usines modernes, le sucre humide est introduit dans des séchoirs à lit fluidisés ou des systèmes à convoyeurs à air chaud. Dans le processus à lit fluidisé, un puissant courant d'air chaud, entre 120 et 150 degrés Celsius, suspend les particules de sucre, permettant à l'humidité de s'évaporer rapidement tout en gardant chaque cristal intact. Alternativement, dans la méthode du convoyeur à air chaud, le sucre voyage sur une bande à mailles fine, tandis que de l'air sec circule en sens inverse, éliminant doucement l'humidité restante. La température et le temps de séchage sont étroitement contrôlés. Si la chaleur est trop élevée, le sucre commence à caraméliser. S'il est trop court, l'humidité reste au-dessus des normes. Le résultat de cette précision est remarquable. Un sucre si sec et croquant que sa teneur en humidité finale tombe à seulement 0,02 à 0,05%, laissant chaque grain lâche, brillant et naturellement fluide, sans besoin d'additifs anti-agglomérants. Lorsque les cristaux de sucre secs et croquants sont enfin prêts, le processus entre dans sa phase finale, l'emballage et la distribution. Ce n'est pas seulement une étape technique, mais un symbole d'engagement envers la qualité avant que le produit n'atteigne les consommateurs du monde entier. Chaque lot subit une inspection rigoureuse de qualité. Des échantillons sont prélevés et analysés pour leur blancheur, leur solubilité, leurs impuretés résiduelles et leur teneur en humidité. Pour le sucre alimentaire, des tests microbiologiques supplémentaires garantissent une sécurité alimentaire totale. Ce n'est qu'après avoir satisfait toutes les normes que le sucre peut passer à la ligne d'emballage automatisée. Ici, des systèmes contrôlés par ordinateur gèrent chaque détail avec précision. Des sacs en papier multicouche ou en polypropylène sont automatiquement ouverts, remplis au poids exact, scellés et étiquetés, avec des dates de production et des codes d'identification de l'eau pour la traçabilité. Selon le marché visé, le sucre peut être emballé en petits sacs de 500 grammes à 1 kg pour un usage domestique ou en sacs industriels de 25 à 50 kg pour les gros clients. Une fois scellés, les paquets finis sont transportés vers des entrepôts climatisés. Ces installations doivent rester sèches et bien ventilées, avec une régulation constante de l'humidité et de la température pour éviter l'agglutination ou la décoloration. Dans de nombreuses usines modernes, des systèmes automatisés de stockage et de récupération, équipés de lèvres-robots et de véhicules guidés autonomes, optimisent l'espace et rationalisent la logistique interne, garantissant une manipulation fluide et efficace. À partir de ce point, les cristaux de sucre blanc, purs entamant leur voyage mondial, se dirigeant vers les supermarchés, les petites boutiques locales, les confiseries, les entreprises de boissons et les fabricants alimentaires. C'est l'étape finale d'un processus en boucle fermée où chaque cristal quittant l'usine porte non seulement de la douceur, mais aussi la marque de la technologie, de l'artisanat et de l'ingéniosité humaine. Quand les cristaux de sucre blanc pur sont prêts à quitter l'usine, l'histoire ne s'arrête pas là. À côté du produit sucré reste une vaste quantité de résidus fibreux. La bagasse. Autrefois considérée comme un déchet, elle est devenue une ressource précieuse, donnant une nouvelle vie à ce qui était autrefois jeté. L'utilisation la plus courante et économiquement efficace de la bagasse est comme combustible de biomasse.
Elle est brûlée dans des chaudières pour produire de la vapeur qui alimente des turbines, générant de l'électricité pour l'usine elle-même, et tout surplus est vendu au réseau national. Environ 25% de la bagasse mondiale est également recyclée en papier. Après nettoyage, les fibres sont réduites en pulpe, pressées et séchées en feuilles de papier ou de carton. Une tonne de bagasse peut produire environ 150 à 200 kg de papier, aidant à sauver des millions d'arbres chaque année. La bagasse est aussi utilisée pour fabriquer des emballages écologiques. Lorsqu'elle est mélangée avec de l'amidon et de la pulpe de papier recyclée, le mélange est pressé à chaud à des températures de 160 à 200 degrés Celsius, formant des gobelets, des boîtes repas et de la vaisselle biodégradable qui se décompose naturellement en 60 à 90 jours. De sous-produits à énergie et matériaux durables, la bagasse prouve que même les déchets d'usine peuvent être transformés en ressources, prolongeant l'histoire du sucre dans un cycle de renouveau et de durabilité. D'une humble tige de canne à sucre aux cristaux blancs éclatants, ce voyage reflète l'harmonie de la science, de la technologie et de l'effort humain. Chaque étape, des champs à l'usine, révèle la précision derrière une douceur qui n'a rien de simple. Si vous voulez continuer à explorer le monde extraordinaire de la fabrication, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour Tout s'explique afin de découvrir de nouvelles histoires d'innovation, de transformation et d'ingéniosité humaine.